C'est un sujet hyper humain, mais vraiment. Comprendre n'est pas excuser, c'est une des phrases, je crois, parmi les sceptiques, qui m'a le plus frappé. Parce que c'est quelque chose de tellement difficile à, comment dire, intégrer, que souvent on se plante. Et souvent des débats partent en vrille à cause de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de personnes, dans les extrêmes, beaucoup de personnes qui veulent vous convaincre de leur discours, vont jouer là-dessus pour tourner l'opinion contre vous. Tourner votre opinion contre vous en vous faisant passer pour un monstre. Et c'est pour ça qu'ici, cet article est probablement un excellent article pour comprendre tout ça. Et il me semblait essentiel de le lire. Fatima, maman de djihadiste, et Sophie, maman de victime de 22 mars, nos larmes sont les mêmes. Parce que oui, comprendre, ce n'est pas excuser. Ce sont deux choses totalement différentes. Parce que vous pouvez excuser sans comprendre, mais vous ne pouvez pas... Comment dire ? Mais vous devez en fait comprendre sans excuser. C'est pas... Voilà, c'est... L'excuse n'est pas liée à la compréhension. Comprendre, pour combattre quelque chose, il faut le comprendre. Quand on voit par exemple un tsunami, il tue des gens, on va pas commencer à dire, bah voilà, non. On fait abstraction du tsunami, il n'existe pas, on ne se penche même pas sur lui parce qu'il tue. Non, on ne va pas dire ça. On va se dire comment se forme le tsunami, pourquoi est-ce qu'il se forme, qu'est-ce qui fait que ce tsunami agit, existe en fait. Et ça peut être la même chose pour des animaux. Pourquoi est-ce qu'un ours attaque ? Et c'est essentiel en fait pour la survie de l'espèce humaine, parce que comprendre permet de ne pas réitérer des erreurs. Et c'est aussi pour ça que comprendre n'est pas excuser, parce que si vous avez un loup qui bouffe votre gosse, essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'il a bouffé votre gosse, vous permettra de faire en sorte qu'il ne bouffera peut-être pas un autre de vos gosses ou le gosse d'un autre. Mais ça ne veut pas dire que le loup, vous n'essayerez pas de le punir ou de le chasser ou que sais-je, d'accord ? Bref, maintenant que ceci est dit, let's go dans l'article. Fatima descend du train. Elle vient d'Anvers où elle est aide-soignante aux urgences d'un grand hôpital. Fatima, c'est une maman de 3 enfants. Abdallah, Z et K, l'aîné est mort en Syrie, dans une prison kurde, épuisé par ses blessures et un diabète mal soigné. Il avait 25 ans, un an de moins que moi. Il était combattant pour l'organisation terroriste État islamique. Il est parti le jour de son anniversaire, il venait d'avoir 18 ans. C'était en 2013. Il m'a laissé une lettre en m'expliquant qu'il allait aider les Syriens. Il était endoctriné. Très vite, il a été blessé, et comme il était inutilisable pour l'État islamique, ils lui ont demandé de menacer la Belgique. Pour ces menaces, Abdallah a été condamné à 10 ans de prison par l'État belge et déchu de sa nationalité. Abdallah était un enfant joyeux, serviable. Et d'ailleurs là-bas, on le surnommait le djihadiste joyeux, détaille sa mère, sans se douter de l'effroi que ces deux termes accolés peuvent susciter. Pour ce qui est du fait d'aller aider les Syriens, il faut savoir que moi, c'est un des points primordiaux. J'ai donc, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, moi j'ai fait un travail où pendant 1 an, j'ai suivi l'actualité dans les journaux. Non, c'était pendant... c'était un travail de fin d'année en histoire, en dernière année de ma scolarité, à l'école secondaire et au lycée pour vous français. Et donc du coup, je suivais en fait la Syrie et tout ce qui se passait en Syrie, c'était le tout début du printemps arabe. Et donc j'ai vraiment vu tout ce qui s'y était passé, donc c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et le terrorisme, du coup, je me suis beaucoup intéressé par après aux terroristes et à pourquoi est-ce que les terroristes faisaient ça. Parce que vous savez, quels que soient les monstres, il y a toujours quelque chose qui crée les monstres. Même si parfois, vous savez, ils naissent avec une maladie mentale cachée, parfois ils naissent avec des dispositions dans leur tête qui font qu'ils vont avoir une maladie mentale, et puis parfois, ils sont pas malades mentales, parfois c'est vous, c'est nous, on peut tous devenir comme eux. Et c'est là que c'est intéressant, c'est dans ce aider les Syriens.
C'est un des arguments principaux qui a été utilisé, un des arguments principaux, pardon, qui a été utilisé pour faire rêver des jeunes. Ils allaient devenir des sauveurs, des héros. D'accord ? La Syrie était abandonnée par tout le monde. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la Syrie était en train d'être d'être totalement atomisée par son président du coup, son dictateur, qui était appuyé par la Russie en l'occurrence, et l'Europe avait dit qu'elle n'interférerait pas dans cette affaire, qu'elle n'irait pas sur le combat, qu'elle n'irait pas sauver les Syriens. Donc ils étaient seuls, ils étaient littéralement seuls, ce qui fait qu'il y a une partie des Syriens qui sont partis chez l'État islamique, parce que c'était simplement de la survie, d'autres qui ont les rebelles syriens qui, eux, se sont simplement rebellés, qui ont créé aussi un groupe, et du coup la Syrie était divisée en plusieurs groupes. Et effectivement, l'État islamique venait en Europe pour dire à tes jeunes, hein, mais vous voyez, 18 ans, c'est terrible. Ça veut dire que peut-être à 16 ans ou 17 ans, ils lui ont fait miroiter, ouais, parce que 2011, donc ça devait être même au début, où ils lui ont fait miroiter qu'il allait devenir un héros de la nation, un héros syrien. Et vous savez bien qu'on dit qu'à 18 ans, on est majeur, mais c'est parce qu'il faut bien mettre une limite quelque part. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est vraiment conscient de tout ce qu'on fait et qu'on est prêt à faire front à la vie comme quand on en a, j'invente, mais même 40 en fait. Même moi, là maintenant, je me rends compte que j'ai un recul que je n'avais pas quand j'en avais 18 et que je n'ai pas le recul que j'aurai probablement quand j'en aurai 40. Donc bref, cet argument « aider les Syriens », c'est terrible. C'est vraiment terrible. Ça, je me demande souvent, qu'est-ce qui se serait passé si on était du coup intervenu, parce que cet argument-là se serait envolé, et je me demande s'il n'y a pas moins de jeunes qui auraient été intéressés par aller en Syrie. Mais bon, bref, c'est encore un autre sujet, un autre débat. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. Comme près de 650 autres jeunes Belges, Abdallah est parti sans crier gare, sans crier guerre. Il s'est glissé dans une faille géopolitique, laissant une famille effarée. Fatima ne l'excuse pas. Il y a eu du lavage de cerveau, je n'ai rien vu venir. Parfois, il s'habillait en djellaba, c'est tout. Vous imaginez ? Là-bas, il a eu 2 enfants. 8 fois, on a annoncé sa mort à Fatima. La 9e fois, c'était vrai. C'était il y a 1 mois. Épuisé par un diabète, faute d'insuline, Abdallah a succombé dans une prison kurde. Et il a eu le temps de dire à sa mère et à la Belgique qu'il regrettait. Donc juste avant de mourir, il s'est quand même rendu compte, visiblement, qu'il s'est fait complètement carotte, comme j'aime le dire. Il s'est fait complètement avoir. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire aussi. On dit souvent, ouais, mais face à la mort, c'est facile. Mais je ne crois pas que c'est facile. Je crois que c'est plus facile face à la mort de se dire, bah non, j'ai fait ce qu'il fallait. Le fait d'être rassuré, quoi. De se dire que, en fait, voilà, en plus, surtout si on est religieux, d'aller au paradis. Et là, le fait de dire tout à coup qu'en fait... J'avais vu des interviews d'ailleurs de terroristes, il y en avait un, il avait 23 ans, il disait mais je me suis fait... J'étais un gros con quoi. Et maintenant ma vie elle est foutue quoi. Bien sûr ça n'excuse pas, hein, ils ont été des monstres, hein. Ils ont été des monstres. Mais le fait de le comprendre, ça veut dire aussi qu'on peut justement dire aux jeunes mais croyez pas comme ça des arcs-en-ciel, enfin je veux dire ça comme ça, mais ne croyez pas des gens sur parole qui vont vous promettre des belles choses. En fait, la vie est bien plus complexe. Retissons du lien. Fatima a rejoint un groupe en Belgique, Retissons du lien, réunit des victimes du 22 mars et des parents de jeunes partis en Syrie, séduits par l'idéologie djihadiste. Dans ce groupe, elle a rencontré Sophie, la maman d'une rescapée des attentats de Malbec. C'est vrai qu'en fait, depuis le début, ils disent 22 mars, mais si vous êtes français, ça vous dit rien. Le 22 mars, en fait, c'est le jour où il y a eu les attentats en Belgique. L'attentat d'abord de Zaventem et puis ensuite de Malbec. Donc, une fois, Zaventem, c'était l'aéroport de Zaventem, le plus gros aéroport de Belgique, il me semble, ou le 2e plus gros, enfin celui de Bruxelles. Et Malbec, c'est une station de métro où un djihadiste s'est fait exploser dans le métro. Franchement, rien que de le dire, j'ai froid dans le dos, je m'en rappelle encore. Je m'en rappelle encore de tout ça. C'était un jour vraiment particulier, quoi. C'était très très particulier. Sophie raconte, extrait d'un livre à paraître aux éditions Les Cerisiers, « Je te rencontre dans les heures chaudes d'un après-midi d'été, Fatima. J'ai rejoint le projet initié par Isabelle Seret et Vincent de Gaulle-Lejac, qui ont eu l'audace d'inviter à se rencontrer des proches de jeunes radicalisés et des personnes victimes ou proches de victimes des attentats.
L'objectif étant de travailler sur ce qui nous rassemble, de chercher d'autres manières de faire société au-delà des différences, des divergences et des traumatismes. Et j'aimerais saluer cette initiative qui est simplement incroyable. C'est incroyable cette initiative. Nous alignons des fragments d'humanité. Nous créons un cercle où chacune et chacun peut avancer vers l'autre à pas feutrés. Au centre, le vide recueille nos souffles. Ce creux est un puits dans lequel on verse des mots, où s'entremêlent les noms des morts et des vivants. On parle aussi des absents, ceux qui vivent en nous, quand l'espoir d'un retour donne au battement du cœur un rythme particulier. La parole peut être fragile, rude, rieuse, intime, douloureuse, indomptée ou pudique. Le puits se remplit de nos dires et rend l'écho de nos murmures. Le silence même vibre. Un espace s'ouvre où surgit humblement la vérité de chacune, de chacun. Ensemble, nous alignons des fragments d'humanité. Je raconte mon 22 mars. Ma fille, Léonore, blessée dans le métro. Le coup de téléphone, le cri du cœur quand il se déchire, le souffle coupé. Les heures à l'hôpital, les larmes pour les morts, pour les vivants, pour les mères des poseurs de bombes. Je dis la fêlure et l'inquiétude vivace, le cœur qui se déplace et qui restera dans ce pas de côté. Je ne dis pas comment, depuis, l'inquiétude, le reflet de mes peurs, s'est installée et m'habite. Je ne dis pas comment je tente de juguler cette puissante ennemie en la forçant à rester tapie au pays des ombres. Tu racontes le fils parti à l'âge de 18 ans, la lettre laissée, la stupeur, la dévastation. Tu dis comme le temps coulait à côté de toi et te mettait à distance de tes proches, si chers pourtant. Tu parles de la lame qui t'a traversé quand à plusieurs reprises on t'annonçait la mort de ton enfant. Si j'ai pu empêcher un de ces jeunes de partir, alors j'ai réussi. Et je trouve ce texte très beau parce qu'en fait, ce qui est hyper important, c'est qu'on est face à... En fait, les mères de djihadistes sont aussi perdues que les mères de victimes. C'est incompréhensible et ça a été très dur. Je me souviens encore quand il y a eu les premiers attentats. On cherchait qu'est-ce qui ne marchait pas dans la famille, qu'est-ce qui avait pu pousser. Je crois qu'en fait, au début, tout le monde s'est imaginé. Mais j'en fais probablement partie aussi. Je me rappelle plus, honnêtement. Mais je me dis, j'ai dû le penser aussi qu'au début, bah ouais, c'est des familles qui devaient être très très strictes, très religieuses, très renfermées sur elles-mêmes. Et puis en fait, quand tu creuses, quand tu te demandes comment ces jeunes ont pu passer comme ça, d'un côté à l'autre du miroir, du côté... tu te rends compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la famille, mais vraiment, c'est des jeunes qui étaient tellement paumés qu'ils ont fait leur chemin, mais ils ont pris le premier chemin, le chemin le plus sexy, quoi. Le chemin le plus... Enfin, même pas forcément le plus facile, mais vraiment le plus sexy, quoi. Celui qui leur semblait être leur donner le plus d'avenir. Mais vous imaginez, dans une société, moi c'est toujours ce qui m'a... Voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler ici. C'est quelque chose qui m'a toujours touché en fait. Parce que moi j'ai été perdu un moment dans ma vie et je me suis toujours dit, putain mais si j'étais tombé sur ces gars, si ça se trouve, je serais parti en Syrie. Et notamment, moi j'avais lu tous les articles, etc. Donc je savais très bien ce qui se passait en Syrie. J'étais choqué par le fait qu'on n'agissait pas. Et je trouve qu'aujourd'hui aussi, on a un aspect très négatif, en fait, de société. On est à la fois totalement libre de faire ce qu'on veut, et en même temps, on a une impression d'être enchaîné à un modèle de société, et que en fait, on peut faire ce qu'on veut, mais si on ne va pas sur les rails, si on ne fait pas ce qu'on nous demande, alors à ce moment-là, on va s'éclater, quoi. Mais on fait ce qu'on veut, mais on en subira de toute façon les conséquences, quoi. Donc si vous ne voulez pas prendre un travail précaire qui est bien sur les rails, eh bien, si vous voulez faire le métier que vous aimez et que vous le faites bien, tant pis pour vous, quoi. Voilà, vous serez pauvre, tant pis. Vous allez galérer, vous allez pleurer, vous allez chialer, mais tant pis. Et en fait, c'est un truc qui m'a toujours un peu troublé et je me suis toujours dit, en fait, c'est vrai que c'est peut-être une question de chance ou une question de milieu, parce que moi, effectivement, je connais pas beaucoup, enfin, je connais des religieux, mais pas à ce point-là. J'étais pas laissé à moi-même, en fait. J'avais une famille qui était derrière moi, etc. Mais ces gens-là étaient ces jeunes étaient même avec une famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle a été la différence. Mais c'est vrai qu'il y a des terroristes qui ont été... Ça me choque. Enfin, voilà, c'est un des trucs, je trouve, les plus terribles. Mais chez nous, en Belgique, les universités sont ultra accessibles. Ça coûte à peu près 1 000 € par an. Et on peut avoir beaucoup de bourses. Dès qu'on n'a pas d'argent, on peut avoir des bourses. Donc voilà, c'est finançable. C'est sincèrement finançable. On peut faire bien mieux. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est finançable.
Donc, il y a vraiment beaucoup de gens, en fait, tout le monde quasiment, après l'école, après les secondaires, après le lycée, passe par l'université. Et un terroriste est passé par l'université. Et en fait, j'avais lu son histoire, et en fait, c'est ce terroriste-là, on lui avait promis, parce qu'en fait, il voulait devenir ingénieur, il a raté sa première année d'université, et en fait, il y a un gars qui lui a dit « Mais tu veux devenir ingénieur? Mais viens en Syrie, on va te former, en fait. » Et du coup, il a commencé à construire des bombes et des tranchées, et il en est mort, en fait. Mais vous voyez, j'excuserai pas, ces bombes ont probablement tué des gens, en fait. Genre, il a dû être un monstre, il a dû être monstrueux. Ce gars ne mérite pas de pardon, en fait. Mais par contre, comment un gars qui passe par l'université qui est censée être un antre d'ouverture d'esprit, comment est-ce qu'un jeune passant par là peut en sortir encore plus renfermé dans des idéologies? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, oui, bien sûr, c'est un cas particulier, etc. Mais j'en ai pas tant l'impression que ça, en fait. J'ai l'impression que beaucoup de gens sortent de l'université plus paumés que quand ils en sont rentrés. Et je trouve que ça devrait être le contraire. Voilà. Continuons. Désolé, je m'étale, mais c'est un sujet vraiment qui me touche beaucoup. Dites-le moi si ce genre de vidéo vous fait chier, parce que... voilà, désolé, hein. Les mères se racontent, sans phare, la fille de Sophie a été soufflée par la bombe du terroriste de Malbec. Fatima se sent terriblement coupable. Le groupe la réconforte. Tu fais tellement de choses, Fatima, pour que ça n'arrive plus. On t'aime. Depuis le départ de son fils, Fatima se rend inlassablement dans les écoles et les prisons pour faire de la prévention. Parler à ces jeunes dont les neurones sont imbibés d'idéologie radicale. Quand ils voient une mère, une maman, ça les touche. Ils se disent ça, c'est du live. Et après, ils viennent me réconforter. Si j'ai pu empêcher un de ces jeunes de partir, alors j'ai réussi. Pour autant, Fatima n'est pas naïve. L'extrémisme, le radicalisme couvre toujours malgré l'effondrement malgré l'effondrement apparent de Daesh. C'est vraiment cool et fort, et à mon avis, ça doit lui faire beaucoup de bien aussi, de faire ça en tant que mère, parce que tu dois... Enfin, je me dis, tu dois tellement te sentir comme une sous-merde quand tu te rends compte. Tu dois te dire, mais en fait, j'ai été un parent horrible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais même si t'as rien fait, en tant que parent, avoir ton gosse qui se radicalise, ça doit te faire un choc, mais ça doit être horrible. En plus, la vision des gens doit totalement changer du jour au lendemain, quoi. Ça doit être horrible, j'ose même pas imaginer. Elle pense à ses 2 petits-enfants nés là-bas. Elle connaît leurs prénoms, voudrait qu'ils reviennent. Ils sont innocents. Le 22 mars est une date douloureuse. Il y a 3 dates qui me dévastent. Celle du départ de mon fils, celle de sa mort et le 22 mars. Ce jour-là, c'est le chaos dans sa tête, dit-elle. Je me sens vide et triste. Alors je téléphone à Sophie et elle me réconforte. Quand on lui demande si elle sera présente lors des procès des attentats du 22 mars au printemps 2022, elle répond fermement oui, aux côtés de Sophie et des autres victimes. Et alors c'est marrant parce que je crois qu'ils ont raccourci l'article, mais moi j'avais vu que dans l'article, on l'avait appelé plusieurs fois. On lui avait dit 5 ou 6 fois qu'il était mort. Et la 6e fois c'était la bonne, puisqu'il est mort du coup à cause de manque d'insuline et tout. Mais aussi, évidemment, les enfants nés de djihadistes, c'est aussi un débat extrêmement intéressant. Surtout que, bah voilà, personnellement, je me dis, mais laisser des enfants aux mains de monstres, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est vraiment... On laisse des monstres créer des monstres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que normalement, on fait en sorte, quand on a une menace, de la détruire et de faire en sorte qu'elle ne puisse pas, comment dire, continuer sur le long terme. Et là, c'est comme si, voilà, on avait le loup qui venait bouffer nos enfants et qui avait fait des bébés loups, et que ces bébés loups, ben, on les laissait comme ça, boum, là-bas, au milieu des loups pour qu'ils viennent rebouffer des enfants ou genre des gens. Parce qu'ils sont entre loups et que les loups, c'est ce qu'ils leur apprennent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on pourrait genre en faire des animaux de compagnie et des chiens. Vous comprenez un peu l'idée? Je sais pas si ma métaphore est bonne. Bref, voilà, ce genre d'article, c'est un article qui me touche beaucoup. Et je le trouvais extrêmement intéressant. Et moi, c'est vraiment genre... essayer de comprendre des choses qui pour moi sont inacceptables. Ça me permet vraiment justement de me dire, mais comment je peux faire pour que ces choses n'arrivent plus? Je suis vraiment dans la même optique. Et c'est pour ça que notamment... l'extrême droite, la violence, ce sont des choses qui m'intéressent énormément
Parce que j'aime bien comprendre pourquoi est-ce que les gens font des choses que moi je ne ferais pas, en fait. Et encore une fois, ça ne pardonne rien, hein. Je le répète, et c'est pour ça que cet article est extrêmement bien. C'est que cette mère ne pardonnera jamais à son fils ce qu'il a fait, mais jamais de la vie, hein. Son fils, il a fait une connerie sans nom. Genre, c'est un monstre. Son fils est un monstre. Elle lui pardonnera jamais. Et c'est pas son rôle, en fait. Mais par contre, son rôle, c'est vrai que c'est de faire en sorte que ce qui est arrivé à son fils n'arrive plus jamais, quoi. Et je trouve ça très beau. Bref, n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker ou à disliker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise!